Vous écoutez l'épisode 184 du podcast Mes trucs de prof où je vous parle de la participation des élèves. Je suis Émilie Lefatan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance, à mieux se connaître, à clarifier leurs objectifs et à remettre du sens et de l'énergie dans leur vie professionnelle. Dans ce podcast, je questionne, je partage des outils et des clés pour améliorer votre bien-être et nourrir votre pratique au quotidien. Ma mission, c'est vraiment de vous aider à kiffer votre vie de prof parce qu'on a besoin de profs épanouis et de profs qui durent. Vous avez besoin de souffler, de prendre du recul sur votre façon de travailler, alors c'est simple, mettez vos écouteurs, trouvez un endroit confortable et c'est parti. Excellent résultat, mais c'est dommage qu'elle ne participe pas. Pourquoi ne ferais-tu pas profiter la classe de tes connaissances ? On aimerait bien entendre le son de ta voix. Super, élève moteur, bonne participation. Mais non, toi je t'interroge pas parce que je sais que tu sais. Ben alors, vous dormez aujourd'hui ? J'ai l'impression de faire cours toute seule. Oui, un tel, je t'ai entendu, mais ce serait bien de laisser parler les autres un petit peu. Bon, vous l'avez compris, dans cet épisode, je vous parle de la participation. On a toutes et tous déjà dit ou écrit ou lu sur un livret une appréciation au sujet de la participation ou alors on s'est plaint de la qualité de la participation ou du manque de participation des élèves. Donc, soit vous avez dit ce genre de choses, soit vous les avez écrites, ou alors peut-être même que vous l'avez reçu sur les livrets de vos enfants, ou vous les avez reçus sur vos propres livrets. Et si c'est le cas, vous avez déjà une longueur d'avance pour comprendre certains élèves. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie de réfléchir avec vous sur cette question de la participation. Je l'aborde souvent dans mes formations et dans mes accompagnements sur la gestion de classe et il me semble que c'est un élément important de la pratique de classe pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un indicateur qui va nous envoyer du feedback en temps réel sur l'engagement actif des élèves dans certaines situations. C'est-à-dire qu'une participation à 0 ou une surparticipation dans d'autres séances va nous renvoyer du feedback, de l'info sur ce qui se passe pour les élèves. Et ça, je vous en parle dans l'épisode sur le feedback. Et puis, la participation, c'est également un indicateur de motivation. Ça peut être aussi un indicateur de compréhension ou un indicateur de la relation de confiance, c'est-à-dire à quel point les élèves se sentent suffisamment en confiance pour oser participer dans la classe. Et ça peut être en confiance dans la relation prof-élève ou en confiance vis-à-vis des autres élèves. Donc quand je dis que c'est un indicateur, c'est que cette participation, elle nous renvoie un message. Elle nous renvoie un message, mais qui va aussi dépendre de ce qu'on s'en dit, de ce qu'on pense de la participation. Parfois, il y a des enseignants qui vont se dire les élèves ne participent pas, c'est que mon cours est nul. Ou les élèves ne participent pas, c'est que les élèves ne sont pas investis. Ou les élèves ne participent pas, donc il faut que je trouve une solution. Bref, cette participation, c'est vraiment une messagère, un indicateur. Elle nous envoie du feedback et en fait, elle nous déclenche des pensées. C'est pour ça que je voulais, dans cet épisode, essayer de comprendre et d'analyser avec vous ce qu'il y a derrière pour que vous puissiez évidemment en tirer des leviers pour vous, pour voir comment vous pourriez éventuellement faire évoluer ça dans vos classes, vous donner quelques idées, mais surtout peut-être avoir un impact sur ce que vous vous dites de cette participation. Et si vous ne voyez pas la participation comme un indicateur, alors peut-être que vous voyez la participation comme une problématique. Par exemple, c'est une problématique si les élèves ne participent pas du tout ou trop peu, et dans ces cas-là, on s'interroge souvent sur les raisons. Est-ce que c'est parce que les élèves ne sont pas motivés ou est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas la discipline ou est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de participer ou est-ce qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient participer ou est-ce qu'ils n'ont pas l'espace de participer ? Ça peut être aussi une problématique quand les élèves interviennent de façon complètement anarchique ou quand leur participation est complètement à côté ou non pertinente. La participation, ça peut aussi être une problématique quand
Les élèves participent n'importe quand, comment et sans respecter certaines règles de communication. Et dans ces cas-là, ça va être aussi un indicateur sur l'instauration du cadre ou sur les compétences psychosociales des élèves ou bien sur le sens que les élèves donnent à la participation. Le problème, c'est que souvent, la participation, elle va donc entraîner, comme je vous le disais, soit des jugements sur soi-même chez les enseignants, comme je vous disais, s'ils ne participent pas, c'est que mon cours est ennuyeux ou qu'ils n'aiment pas ce que je propose, soit ça va générer des jugements sur les élèves. On va parfois entendre des propos comme les élèves ne participent pas, comme si c'était un reproche qu'on faisait aux élèves. Un peu comme si les élèves, ils étaient censés être intrinsèquement motivés pour participer, pour lever la main, et que s'ils ne le font pas, c'est forcément qu'ils ne sont pas investis ou qu'ils n'en ont rien à faire des cours et qu'ils sont inconséquents et que de toute façon, seuls les écrans les intéressent. Bon, je force un peu le trait, mais vous avez l'idée. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, et vous commencez à me connaître, j'ai envie de vous faire travailler votre empathie cognitive et émotionnelle en allant voir ce qui peut se passer aussi pour eux et pour les élèves, et puis ensuite on verra ce qui peut nuire à la participation et ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer ça ou de changer les choses. D'abord, pourquoi les élèves ne participent pas ? Il y a plusieurs raisons et plusieurs profils d'élèves qui ne participent pas ou qui participent peu. En termes de profil, on peut avoir de tous les profils qui participent ou de tous les profils qui ne participent pas. Et ça va aussi dépendre des niveaux de classe dans lesquels vous enseignez. La participation anarchique et hors de propos, elle peut avoir lieu en maternelle comme elle peut avoir lieu aussi au lycée dans des proportions différentes évidemment et avec un effet différent sur le ou la prof. Et là, on revient sur la question des pensées, c'est-à-dire que la participation anarchique en maternelle ou au lycée, vous n'en penserez pas les mêmes choses, vous n'aurez pas les mêmes pensées sur vous ni sur les élèves dans ces moments-là. En termes de profil, parfois, on a aussi des élèves brillants, performants, en réussite, etc., qui ne participent pas du tout. Peut-être d'ailleurs que parmi vous qui écoutez, vous faisiez peut-être partie de ces élèves-là. Peut-être même que vous êtes toujours comme ça quand vous allez en formation. Vous êtes très intéressé, vous prenez des notes, mais vous n'avez pas envie de prendre la parole, pas envie de participer, pas envie de parler devant tout le monde. Et dans ces cas-là, vous comprenez très bien ces élèves-là. Parmi ces élèves brillants, on va les appeler comme ça, qui ne participent pas, il y en a qui s'ennuient profondément, ça va trop lentement, ou bien ils ne comprennent pas la simplicité des questions. Puis il y en a d'autres qui ne participent pas parce que ils se sentent pas forcément à l'aise en fait pour participer. Il y en a qui ne participent que quand ils sentent que leur intervention a une réelle plus-value ou que personne d'autre ne le sait. Et donc, on a ces élèves qui vont avoir un peu pitié du prof quand on pose une question et qu'on a regardé, qu'on a attendu quelques secondes, que personne n'a levé la main, que le prof se sent seul. Il y a cet élève qui va finalement lever la main et donner la réponse qu'il avait depuis le début. Si je reprends mon propre exemple, en tout cas, dans certaines réunions ou dans certaines formations auxquelles je peux participer en tant que stagiaire, par exemple, je pourrais avoir tendance à laisser les autres répondre. Et vraiment, quand je vois que personne d'autre ne répond ou qu'il y a un espace pour que je réponde, donc là, je vais l'occuper. Mais si l'espace est déjà occupé par quelqu'un d'autre, selon le sujet, je vais avoir tendance à me mettre en retrait. Il y a aussi des élèves qui se sont lassés de ne plus être interrogés. Parce que souvent, on leur a déjà dit plusieurs fois « Oui, je sais que tu sais, mais il faut que j'interroge les autres. » pour aller chercher ceux qui ne veulent pas participer spontanément. Il y en a aussi qui, même s'ils sont brillants, ne sont pas du tout sûrs d'eux et n'osent pas participer. Parce qu'ils n'ont pas envie de se tromper, ils n'ont pas envie de donner une mauvaise réponse. Et tant qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une bonne réponse, ils ne participent pas. Et puis, il y en a aussi qui ne veulent pas participer parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans le groupe et qu'ils ne veulent pas s'exposer. Ils ne veulent pas parler devant les autres. Et ce n'est pas un problème de parler à voix haute ou de parler devant tout le monde, c'est un problème de personnes qui entourent, de ne pas se sentir en sécurité. Donc ça, c'était les élèves qui ne participent pas alors qu'ils seraient en mesure de le faire en termes de compétences, on va dire.
Et puis, il y a aussi les autres élèves, ceux qui participent pas parce que ils n'arrivent pas à suivre. Ils n'arrivent pas à suivre, ils sont tout le temps en retard et donc en fait ils participent pas parce que ils ont un train de retard à chaque fois, même en termes de compréhension de ce qui est demandé, de ce qui est attendu. Et donc au moment où il y a la question qui est posée, ils sont pas encore prêts, ils n'ont pas eu le temps de penser, de réfléchir, d'arbitrer avec eux-mêmes. Et ça, c'est pas forcément un manque d'implication ou un manque de volonté, même si c'est ce que ça pourrait laisser entendre. C'est simplement que ce sont des élèves qui passent leur temps à courir derrière le train et que c'est seulement quand quelqu'un d'autre a répondu, qu'ils comprennent ce qui était attendu ou qu'ils se disent « Ah ok, j'aurais pu répondre ». Et donc, ils n'ont jamais vraiment l'occasion de pouvoir répondre. Et puis, en termes de profil d'élèves, il y a aussi ceux qui ne participent pas parce que ça ne les intéresse pas, ceux qui ne participent pas parce qu'ils n'ont pas envie de participer, qui n'aiment pas la discipline. Il y a aussi tout cela. Il y a aussi des élèves qui ne sont pas motivés ou qui ne se sentent pas concernés, pas capables, qui ne se disent pas que c'est fait pour eux, qu'ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Donc, il y a tout un tas de profils d'élèves. Et puis, je me rends compte en vous parlant de tous ces profils d'élèves qu'il y a aussi différents types de participation qu'on attend. Parce que derrière le mot participation, nous n'entendons pas et nous n'attendons pas tous et toutes les mêmes choses. Selon la situation d'apprentissage ou selon le moment de la séance, la participation attendue ou souhaitée ne portera pas forcément sur les mêmes choses. Parfois, on va attendre de la participation qu'elle fasse avancer les choses. Parfois, on va avoir envie que les élèves participent pour se questionner. D'autres fois, on va avoir envie qu'ils participent pour prouver qu'ils ont écouté ou prouver qu'ils savent où on en est. D'autres fois, on a envie qu'ils participent parce que nous, on a besoin de savoir où eux, ils en sont. Voilà. Parfois, on a envie... il y a plein du coup, tous ces moments de participation correspondent à des prises de parole bien différentes. Peut-être que ce qu'on pourrait se demander en premier, c'est pourquoi est-ce si important pour les profs qu'il y ait de la participation ? Qu'est-ce qu'on entend par participer dans le cadre scolaire ? Je pense que d'abord, ce qu'on se dit, c'est l'idée, c'est de prendre part à une discussion ou à un échange oral collectif. C'est ce qu'on a comme idée de la participation. Et on n'est pas juste dans participer aux cours ou aux apprentissages, mais on est vraiment, quand on parle de participation, sur une prise de parole orale lors d'un échange collectif. Et puis, on a l'image de l'élève qui participe. Ce serait l'élève qui lève la main spontanément ou bien qui, quand on pose une question, a envie de répondre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et puis, pour nous, les profs, c'est aussi souvent la participation un moyen de faire avancer le cours. Même si on ne se le dit pas, c'est on veut que le cours avance et du coup, on attend que la participation, ce que nous diront les élèves, nous feront passer à l'étape d'après. En fait, quand les élèves participent, ça nous rassure parce que ça nous permet d'avancer, de nous voir avancer et de voir les choses se dérouler comme on le souhaite. Et au contraire, quand il n'y a pas de participation, ça nous donne l'impression de ne pas avancer, ou alors ça nous donne l'impression d'avancer tout seul, c'est parfois le cas, et ça nous angoisse. En fait, ça génère chez nous des émotions désagréables. On n'est pas neutre, comme je vous le disais, on ne prend pas juste ça comme un indicateur, mais on a une pensée, une émotion derrière. Et puis parfois, du coup, l'émotion, elle est plutôt agréable parce qu'on se sent trop content d'avoir avancé, parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu de la participation. Parfois, c'est vrai, il y en a eu, tout le monde a participé, des élèves ont parlé, etc. Mais on peut aussi avoir l'impression d'avoir eu beaucoup de participation, mais qu'en réalité, c'était une participation écran. C'est-à-dire que parfois, la participation de quelques-uns, souvent même, masque l'ennui et le décrochage des autres. C'est-à-dire que le cours avance parce qu'il est porté par quelques élèves, et on compte en plus inconsciemment sur certains élèves pour faire avancer le cours, et ça satisfait. Et l'enseignant se satisfait, et on a des élèves qui vont se dépêcher de répondre, qui vont lever la main. Mais dans ces cas-là, on avance parfois sans se rendre compte du désengagement des autres, et on s'en satisfait parce que le cours avance, parce qu'on peut dérouler notre fiche de préparation comme on l'avait prévu, on avance étape par étape.
Mais ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est que nous, on est hyper actifs, parce qu'on anime le cours, donc on ressent de l'activité en interne. Il y a peut-être sur une classe de 30, allez, 5-6 élèves qui participent, ils sont peut-être répartis un peu dans la classe, donc on a des mains qui se lèvent, on a l'impression de varier, d'interroger différentes personnes, parce qu'il y en a à droite, il y en a à gauche qui lèvent la main, et ça nous donne l'impression que le cours est vivant. Et dans ces cas-là, on va juste, puisqu'il y en a 5, 6, 7 qui participent sur les 30, on va parfois se contenter de dire à ceux qui ne participent pas qu'ils devraient quand même participer. Oui, la preuve, il y en a qui participent. Donc, du coup, on va se contenter de dire ce serait bien de participer davantage. Mais comme le cours avance grâce à 6, 7 élèves, on ne voit pas en fait que la participation n'est pas si efficace que ça, on va dire. Par contre, ça va poser davantage de problèmes lorsque personne ne porte le cours et qu'on a l'impression de ramer et d'avancer tout seul. Et là, ça va nous servir d'indicateur pour varier les modalités et choisir des modalités qui permettent aux élèves de s'engager activement et de participer aux apprentissages. Peut-être de participer à voix haute en prenant la parole, mais peut-être de participer autrement. Parfois, c'est justement parce que les élèves n'ont même pas le temps de penser, de construire une réflexion qu'ils ne participent pas. Parce que ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui suivent, ceux qui pensent vite, ceux qui osent participer, qui font avancer le cours. Et donc, en fait, petit à petit, ils se désengagent parce que ça ne sert à rien d'essayer de penser. De toute façon, il y a toujours machin ou machine qui va répondre vite avant moi, ou ça sert à rien parce que je sais que si je suis un peu discret, on va pas m'interroger, ou j'ai pas le temps de trouver, ou j'aurai pas la bonne réponse, etc. Et dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est de réinstaurer des temps de réflexion. Donc là, c'est la première piste que je vous donne, c'est de laisser du temps à tous les élèves de construire une réponse. Par exemple, vous montrez une vidéo à des élèves et vous leur dites à l'avance ce que vous allez leur demander. Si vous les interrogez à la fin de la vidéo, il y a seulement quelques élèves qui vont lever spontanément la main. Ceux qui auront fait le lien pendant la vidéo avec ce que vous leur avez dit avant et qui, pendant presque toute la vidéo, vont déjà être en train de réfléchir à ce qu'ils vont dire ou lever la main, poser des questions, etc. Par contre, si à la fin de la vidéo, vous laissez 1 minute à tout le monde pour écrire une petite réponse ou écrire quelque chose, là, au bout de 7 minutes, vous pouvez interroger plusieurs personnes. Vous pouvez, au lieu d'interroger la première main qui se lève ou d'interroger à brûle-pourpoint une main qui ne s'est pas levée et de mettre l'élève en difficulté parce qu'il n'aura quand même pas eu le temps de construire sa réponse dans sa tête et il va juste dire « je ne sais pas » et vous allez finir par quand même, au final, aller interroger celui qui savait et qui avait levé la main en premier. Si vous donnez du coup un temps de réflexion aux élèves, là, à la fin, vous pourrez dire « ok, alors du coup, par rapport à la question, toi, qu'est-ce que tu as répondu, qu'est-ce que tu as écrit, d'accord, et toi, qu'est-ce que tu as écrit, d'accord, et toi, qu'est-ce que tu as écrit ?» Et là, on va aller chercher la participation de tout le monde. Donc vraiment, le risque, quand on se précipite pour poser des questions et qu'on attend une réponse immédiate et qu'on fait ça tout le temps, si on demande directement aux élèves, le risque c'est donc que les élèves n'aient pas le temps de se questionner et n'essaient même pas au final, pendant ce temps-là, les plus vifs, les plus assurés prendront rapidement et spontanément la parole et feront écran. L'autre question que je voulais qu'on se pose, c'est pourquoi faut-il participer ? Qu'est-ce qui est vraiment important au final dans la participation ? Si ce qu'on veut, c'est donner aux élèves des occasions de travailler leurs compétences orales, alors ce n'est pas forcément sur la participation dans le collectif qu'il faut miser, mais plutôt sur des modalités qui vont permettre au plus grand nombre d'élèves possible de s'exprimer oralement. Et pour ça, c'est pas forcément le plus efficace de le faire devant toute la classe. Il ne faut pas confondre la participation orale et les compétences orales. Ce n'est pas parce qu'un élève ne participe pas qu'il n'a pas de compétences à l'oral. Et l'inverse est vrai aussi, ce n'est pas non plus parce qu'un élève participe qu'il développe toutes les compétences de l'oral.
Et parfois, on peut vite faire le raccourci et dire par exemple aux élèves qu'il faut participer parce que ça les entraîne pour l'oral du brevet ou pour l'oral du bac. C'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Participer à l'oral, ça ne dispense pas d'un apprentissage explicite de l'oral. Et ça, je vous en avais parlé dans un des épisodes sur l'oral. Donc c'est pas parce que je ne participe pas en classe que je ne réussirai pas un oral qu'on appelle un oral monogéré, préparé pour un oral d'examen par exemple. Et ce n'est pas non plus parce que je participe que je m'y prépare pour le mieux. Par contre, c'est vrai que participer, ça nous entraîne bien à une partie des compétences orales, c'est-à-dire à oser prendre la parole ou à oser répondre à une question même quand on n'est pas sûr ou à répondre instantanément à des questions inattendues comme ça peut se passer dans un échange avec un jury dans un examen ou à oser prendre le risque de se tromper. Donc c'est vrai que participer à l'oral, ça a cet intérêt-là. Bon, je vais essayer de ne pas digresser sur l'oral parce que j'aime beaucoup ce sujet et c'est pas tout à fait le sujet là. Donc si je reste sur la participation, je vous invitais donc à vous demander mais pourquoi voulons-nous que les élèves participent ? Je pense que souvent, on veut que les élèves participent parce qu'on a besoin de trouver un peu de répondants. Donc pour faire avancer la séance, je vous l'ai dit. Et dans ces cas-là, c'est qu'on est dans une modalité d'oral collectif, un format collectif ou un cours dialogué. Et en fait, on n'a pas envie de parler tout seul, on parle beaucoup quand même et on ponctue de questions pour que les élèves ne perdent pas le fil. On va se rassurer en disant c'est bon, pas de questions, et puis ensuite on continue tout seul. D'ailleurs, quand on demande aux élèves qui ne participent pas s'ils ont des questions, c'est sûr qu'ils n'en auront pas. Ils n'en auront pas parce qu'ils n'auront pas eu le temps de se les poser, ou alors ils en ont mais ils n'oseront pas les poser. Et donc dans ces cas-là, il vaut mieux poser des questions aux élèves pour savoir s'ils ont compris, ou leur donner une activité pour voir s'ils ont compris. Et en plus, ça a l'avantage de rompre le rythme et ça réengage les élèves, on les remet sur de l'individuel, et au lieu de rester sur un format collectif long qui nuit à la qualité de leur attention. D'ailleurs, pour répondre à la question que j'ai posée précédemment, en réalité, c'est pas vraiment de la participation qu'on veut. En fait, ce qu'on veut, c'est pas ce qui est essentiel quand dans un cours, c'est pas de se dire on veut absolument que les élèves s'entraînent à lever la main et à avoir très envie de répondre. En réalité, ce qu'on veut, c'est de l'engagement. Ce qu'on veut, c'est que les élèves soient impliqués, de sentir qu'ils sont engagés et impliqués dans ce qu'on leur propose, dans leurs apprentissages. Et en fait, on voudrait qu'ils nous le montrent en participant. Mais c'est pas toujours le bon indicateur, ils peuvent nous le montrer d'une autre manière. Et un manque de participation, ça pourrait aussi nous inviter à questionner du coup les modalités de travail ou le niveau de difficulté de ce qu'on propose ou le niveau de clarté de nos attentes ou même le niveau de sécurité affective du climat de la classe avant de remettre en question la motivation des élèves. Donc en gros, l'idée là, c'est d'explorer ce qui fait que les élèves ne participent pas. Et une fois qu'on a quelques réponses qu'on comprend selon les classes, selon les élèves, pourquoi ils ne participent pas, est-ce que c'est de la timidité, ils ne se sentent pas à l'aise, ou peut-être que en fait, je parle trop, c'est trop long, ou il n'y a pas de modalité très motivante et très engageante. C'est-à-dire que quand on est dans du cours dialogué, les élèves, eux, ils sont dans une posture d'écoute, ils doivent écouter, éventuellement noter, être attentifs, et parfois c'est trop long. Et donc en fait... on essaye de faire participer les élèves, mais ce n'est pas sur ça qu'il faudra appuyer. Donc on peut varier les modalités, je vous en reparle après. Ce sur quoi on peut s'interroger aussi, c'est sur ce qu'il se passe quand un élève répond, et notamment ce qu'il se passe quand un élève répond et se trompe, quand un élève répond à côté, ou quand un élève ne sait plus quoi dire quand on est à l'oral, etc. Cette question, elle peut vous concerner vous, mais elle peut être aussi plus générale pour une classe. Notamment, je pense aux personnes qui ne sont pas les seules enseignantes sur une classe, au collège, ou parce que vous êtes des enseignants binômes sur une classe. C'est le vécu de l'élève qui est à questionner dans ce cas-là, parce que ça va avoir parfois un impact sur
tous les cours ou toutes les personnes ou avec tous les enseignants. Donc si quand un élève se trompe ou ne sait pas quoi répondre, la réponse de l'adulte en face c'est de l'agacement ou c'est un adulte qui râle ou des petits commentaires désagréables ou moqueurs, ou bien si quand je me trompe, quand je ne sais pas quoi répondre, quand je réponds à côté, ce sont les autres élèves, mes camarades, qui vont se moquer et que c'est répété ou que l'adulte en face ne sait pas trop quoi y faire, et ben là, ça va nuire aussi à l'envie ou à l'autorisation que te donnent les élèves de participer. Parce que participer, c'est s'exposer. Et il est important que le climat de classe, que la façon dont l'enseignant est capable de cadrer les remarques des autres camarades permette de se sentir en sécurité. C'est important aussi que l'erreur ait une juste place et ne soit pas une source de stress. Donc la place de l'erreur dans la classe est importante à questionner. Et donc vraiment l'idée c'est de se dire, est-ce que quand nous interrogeons les élèves, est-ce qu'on attend des bonnes réponses ? Et ensuite, est-ce qu'on est un peu déçu quand on n'a pas les bonnes réponses ? Est-ce que c'est ça ? Parce que si on est dans ce cas-là, même quand on ne veut pas, si on est déçu, si ce qu'on veut, c'est poser des questions et attendre que les élèves aient les bonnes réponses, ça va avoir un impact sur notre façon d'accueillir les erreurs. Ensuite, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de participation, plusieurs types d'intervention. Et on peut se questionner aussi sur quel type d'intervention on suscite à l'oral. Est-ce que quand on est dans du collectif oral ou quand on attend que les élèves participent, est-ce qu'on a plutôt tendance à les inviter à se questionner, ou bien à imaginer, ou bien à donner leur avis, ou bien est-ce qu'ils sont surtout sondés sur leurs connaissances ou sur la qualité de leur écoute ? Donc, essayez de reprendre un cours, une leçon, une séance que vous avez menée où vous attendiez de la participation, que vous en ayez eu ou pas, et demandez-vous, ok, quand mes élèves participent, finalement, je les interroge sur quoi ? Sur des trucs que j'ai dit et je voudrais voir s'ils ont bien écouté. Est-ce que je les interroge pour savoir s'ils ont bien compris ce qui avait été dit avant ou ce qui avait été fait dans d'autres séances, etc. Est-ce que je suis dans ce type d'interaction-là ? Donc toujours dans de la vérification. Et donc les élèves, ils savent que s'ils sont interrogés, en fait, il faut essayer de donner la bonne réponse. Ou est-ce que parfois ou souvent dans les interactions, je leur demande leur avis, je leur confronte leur avis et ils ont le droit de dire quelque chose qui est ni bon ni mauvais, mais d'avoir des interventions pour lesquelles il n'y a pas de stress sur la bonne réponse. Voilà. Donc, essayez de vous demander ce sur quoi vous interrogez vos élèves. Je pense aussi à un exemple que Mireille Brigaudieu donnait, je crois que c'était dans un article sur la métacognition, il faudrait que je le retrouve, mais où elle parlait des situations dans lesquelles on interroge un élève et finalement il ne sait pas trop la réponse ou c'est pas la réponse qu'on attendait, et plutôt que de lui faire un retour sur sa réponse et un VIP, valoriser, interpréter, poser l'écart, j'ai un épisode dessus, je vous invite à aller l'écouter. Elle dit que des fois, on a tendance à interpeller avec plein de bonnes intentions, on pense ça très gentil, qui peut l'aider ? Et en fait, il y a des élèves qui se retrouvent toujours dans la situation où, quand ils sont à l'oral, en fait, ils n'arrivent pas à dire ce qu'on attend, et on finit toujours par dire qui peut l'aider ? Et finalement, il y a un élève qui sait, encore c'est un peu la même situation que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est encore l'élève qui sait, qui va venir en sauveur ou en sauveuse donner la réponse pour faire avancer le cours. Alors que là, ce qui aurait été bien, c'est de pouvoir justement traiter l'erreur, avancer avec ça, faire un retour, un feedback, mais sans envoyer par exemple l'élève, bon ok merci c'est gentil, qui peut l'aider, et puis l'autre va venir et prendre sa place et on a complètement squeezé l'autre. Alors attention, ça ne veut pas dire que on n'invite jamais les élèves à s'aider ou à venir compléter des informations, etc. C'est pas ça, l'idée c'est de se questionner sur le contexte, comment on le fait, qu'est-ce qu'il advient de l'élève qui ne savait pas à ce moment-là et comment ça peut être fait en faisant quand même un feedback, en utilisant cette erreur de façon utile et sans que l'élève se sente incompétent. Autre réflexion que je voudrais que vous vous posiez, c'est sur vous. Est-ce que vous avez forcément envie de participer quand vous êtes dans du collectif, en réunion ou en formation ?
Donc ça, c'est la première question. Et puis une fois que vous avez répondu à ça, parce que peut-être que vous allez faire partie des gens qui, oui, participent, faut faire avancer, etc. Ou peut-être que vous faites partie des gens qui préfèrent rester en retrait, et quelle qu'en soit la raison. Ensuite, est-ce que dans ces temps collectifs, dans ces formations, dans ces réunions, est-ce que vous êtes forcément engagé ? Est-ce que vous êtes forcément engagé quand vous participez ? Et quand vous ne participez pas, est-ce que ça veut forcément dire que vous êtes démotivé ou désengagé ? Et quand vous ne participez pas, quelle est la raison ? Voilà. Dans quel contexte, en fait, vous participez facilement ? Et je pense que c'est intéressant de se poser ces questions-là parce que ça va vraiment vous donner des indications et puis des leviers d'action et pour voir en tout cas la participation différemment. C'est-à-dire que parfois on n'est pas très congruent, on va dire « Ah, les élèves y participent pas », alors que nous-mêmes, dans la même situation, on ne participerait pas. Et donc une fois que vous avez répondu à ces questions-là pour vous, vous pouvez mettre pause et vraiment essayer d'y répondre. Et ensuite, voir ce que ça vous inspire pour vos élèves et pour ce que vous pouvez essayer de mettre en place dans vos classes. Donc moi, j'ai quelques propositions à vous faire. La première, c'est, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais sans détailler, de changer les modalités pour faire participer les élèves. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'une des choses qui se passe régulièrement dans les classes et qui met à mal la participation, c'est le fait de demander des réponses immédiates sur des choses qui demandent de la réflexion et que dans ces cas-là, les élèves n'ont pas le temps de penser ou alors ce sont toujours les mêmes qui vont lever la main parce qu'ils trouvent vite la réponse ou qui font vite des liens. Et soit on va interroger des élèves qui ne sont pas prêts à répondre parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de tergiverser avec eux-mêmes et qui sont stressés à l'idée de répondre, soit on va interroger les autres. Donc une parade à ça, c'est d'instaurer des temps de réflexion seuls ou à plusieurs avant d'interroger les élèves. Donc lorsqu'on a envie de faire participer les élèves et qu'ils puissent proposer, réfléchir des choses, eh bien laissez-leur 1 ou 2 minutes pour réfléchir, laissez-leur le temps de formuler une réponse à l'écrit ou d'écrire quelques mots-clés ou de dessiner pour ceux qui n'écrivent pas encore et selon votre niveau, ou bien laissez-leur le temps de se donner leur réponse avec leurs voisins, de se dire pourquoi ils ont répondu ça, est-ce qu'ils en pensent la même chose, qu'est-ce qu'ils répondraient. Pendant ce temps, qui n'est pas forcément très long, 1 ou 2 minutes, pendant ce temps, ça vous laisse un peu de temps pour écouter ce qui se passe, pour alimenter vos questions pour après, pour entendre aussi les plus timides discuter avec leurs camarades et éventuellement leur donner confiance ensuite ou pour rebondir sur des choses que vous auriez entendues. Donc c'est pas forcément long, mais une fois ce temps écoulé, plutôt que d'avoir 2 ou 3 élèves qui sont en mesure d'oser s'exprimer, vous avez face à vous toute une classe qui a vraiment eu le temps de réfléchir à la question et donc vous pourrez à ce moment-là avoir plutôt une posture d'animateur ou d'animatrice qui va distribuer la parole. Voilà, tel élève a dit ça, et toi un tel, qu'est-ce que t'en penses ? Qui d'autre ? Qui pense autre chose ? Qui a écrit autre chose ? Qui n'a pas encore été dit ? Qui veut nous lire ce qu'il a dit, etc. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça a l'avantage de couper le rythme et de réimpliquer les élèves. Et pour ça, il y a une modalité que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent en formation et qui plaît d'ailleurs souvent aux enseignants et enseignantes qui l'essaient après que je leur ai proposé, c'est la modalité 1, puis 2, puis 4, puis tous. C'est hyper simple, ça ne demande pas forcément de matériel, on peut le faire dans quasiment tous les contextes. Et puis ça stimule les échanges oraux tout en impliquant les élèves. Donc l'idée c'est tout simplement d'avoir d'abord un temps individuel, le 1, puis un temps en binôme pour confronter ses réponses ou comparer ses réponses ou construire une réponse à 2, puis un temps à 4 où 2 binômes vont se retrouver pour synthétiser. Et donc ce que ça fait c'est que plutôt que d'avoir 3-4 personnes qui ont l'occasion de s'exprimer, pendant ce temps-là, quand ils sont à 1, tout le monde réfléchit, quand ils sont à 2, tout le monde parle et participe. Si on est en train de parler avec son voisin, a priori, on est en train de s'exprimer sur le sujet. Et quand ils sont à 4, c'est un groupe plus petit que le groupe classe où tout le monde peut plus ou moins prendre la parole. Ils ont déjà des choses à dire parce qu'ils y ont pensé. Et donc, en fait, si on regarde le temps de parole élève dans ce cas-là, on a
par élève un temps de parole plus élevé que dans une situation où on aurait interrogé 2 ou 3 élèves dans la classe et donc où il y aurait eu 2-3 élèves qui se seraient exprimés et les autres qui auraient attendu ou qui auraient écouté ou qui auraient écrit. Donc en termes de temps de parole, c'est un peu comme en cours de langue. C'est la même chose. Si on est tout le temps dans des interactions prof-élève, chaque élève parle pas beaucoup. Par contre, si on favorise les interactions élève-élève, tout le monde a davantage le temps d'essayer de parler en anglais, en allemand, en espagnol, peu importe. Et ça me fait aussi penser, on pourrait faire la comparaison avec l'EPS, c'est-à-dire que si imaginez une activité avec des balles, si vous avez une balle et qu'à chaque fois vous devez lancer la balle à des élèves vous-même pour qu'ils s'entraînent à faire des passes, c'est pas la même chose que si vous avez plusieurs balles et que les élèves ils peuvent s'entraîner par 2 ou par 4 à faire des passes. Vous voyez, en termes de temps de travail, d'implication et d'engagement, ce que ça change. Donc parfois, on voudrait rester sur du collectif et faire participer tous les élèves et que les élèves participent spontanément, alors qu'une des réponses, c'est de changer la modalité pour que les élèves puissent s'exprimer entre eux à plus petite échelle, mais tous et de façon plus nombreuse. Ensuite, il y avait aussi l'idée que les élèves parfois ne participent pas parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité pour s'exprimer devant les autres. Donc, le fait de faire des petits groupes, ça répond aussi à ça, c'est-à-dire que je vais être peut-être plus à l'aise de m'exprimer face à 4, 5, 6 élèves que devant toute la classe, donc ça peut être quelque chose. Mais évidemment, il va y avoir, je ne vais pas le détailler là, mais un travail que vous pouvez faire sur le cadre, sur le climat de la classe, sur les règles, etc. Et aussi sur comment on peut faire des retours aux élèves. C'est-à-dire quand un élève fait une erreur, ça fait partie de l'apprentissage et on en est très content parce que quand on fait une erreur, on apprend. Mais ça s'apprend aussi de faire un retour qui soit constructif pour l'élève. Parfois, on demande aux élèves, par exemple dans des cadres de poésie ou d'exposé aux élèves de faire des retours à leurs camarades, mais sans leur enseigner comment on fait un feedback constructif, c'est-à-dire un feedback d'abord qui s'appuie aussi, qui prenne ancrage dans le positif. Et comment on peut faire à son camarade, comment on peut le faire avancer en lui proposant un feedback correctif, qu'il fasse avancer dans son erreur, qu'il aide à comprendre et qu'il ne soit pas juste de la critique. Donc on peut impliquer les élèves lors de la participation orale ou lors des productions orales en pensant à la posture de celles et ceux qui écoutent, à la manière de leur apprendre à s'impliquer, à écouter, à faire des retours à leurs camarades sur les prestations ou à donner leur avis de façon constructive. Et ça s'apprend et ça, il faut le cadrer. Justement parce que sinon, ça insécurise les personnes qui osent prendre la parole et qui osent s'exposer et ça va nuire au final à la participation sur le long terme puisque une fois que j'ai pris la parole et que j'ai eu des retours qui m'ont mis mal à l'aise parce que on m'a juste dit que c'était faux ou j'ai eu l'impression qu'on se moquait ou parce que les gens se sont dit ah mais n'importe quoi, voilà. Une fois que j'ai été mal à l'aise, quel que soit le type de retour, je vais pas avoir envie de réitérer l'expérience. Donc une piste là, c'est de cadrer et de travailler ce retour ou cette appréciation. Et on va dire précisément aux élèves ce qu'on attend de leur retour et on va d'abord les guider pour pouvoir faire du feedback positif avant d'aller essayer de faire des retours correctifs. Et ça, c'est important d'apprendre à voir le positif et à l'exprimer. Ça fait partie des compétences psychosociales qu'on peut enseigner aux élèves. Et ça va contribuer à créer le climat sécurisant qui permettra de donner envie de participer à l'avenir. Donc il y a un vrai travail sur comment je peux réagir quand quelqu'un se trompe, fait une erreur, a mal compris, et comment je peux réagir en plus en l'aidant à avancer.
Pour progresser aussi dans votre gestion de la participation, on va dire ça comme ça, vous pouvez travailler sur votre posture. Quelle posture vous avez, vous, dans ces moments-là? Et l'idée, c'est d'adopter ce que je nommais tout à l'heure une espèce de posture d'animation, de distribution de la parole, c'est-à-dire savoir être neutre, savoir ne pas forcément valider tout de suite, renvoyer les questions, les questionnements au groupe et avoir le réflexe de faire les élèves parler entre eux plutôt que d'entretenir un dialogue prof-élève. Donc ça demande vraiment parfois de pouvoir être neutre et de retenir ses réactions, une proposition d'élève, ok, très bien, quelqu'un pense la même chose, quelqu'un pense autrement, vous êtes d'accord, quelqu'un veut ajouter quelque chose, avant de nous prendre en charge soit la validation, soit le commentaire, soit merci pour ta réponse et on reprend la parole et on va plus loin. Donc cette posture, vraiment, elle est importante à développer. Voilà, donc la participation, pour conclure, je le disais en préambule, c'est vraiment à la fois un feedback précieux pour le ou la prof. Ça va nous inviter à réfléchir à nos modalités de travail. Ça va nous aider, nous inciter aussi à réfléchir au maintien de l'attention des élèves quand on parle trop, notamment quand on est trop dans l'oral et quand on se plaint de la participation, c'est peut-être qu'on est dans des situations où on en a un peu trop besoin. Ça nous invite aussi à réfléchir à l'engagement des élèves, à l'enthousiasme aussi qu'ils peuvent avoir dans les apprentissages et donc à trouver comment les maintenir engagés, les engager. Dans les situations orales, ça peut être par le type d'intervention qu'on sollicite, mais ça peut être aussi en limitant ces moments-là et en proposant d'autres modalités. Et je vous invite aussi à aller écouter l'épisode sur la motivation. J'ai plus le numéro en tête, mais je vous le mettrai avec l'épisode. La participation, elle nous invite aussi à réfléchir à notre posture, au climat de la classe et au pourquoi et au comment on fait participer les élèves. On pourrait croire que les élèves doivent décider d'eux-mêmes de participer et qu'ils doivent avoir envie de participer et que s'ils participent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être là. Mais c'est pas toujours ça, c'est des raccourcis et en réalité, ça dépend vraiment de nombreux facteurs sur lesquels ils n'ont pas forcément la main. Donc on peut bouger des petites choses pour agir sur la participation et j'espère que cet épisode vous aura inspiré. N'hésitez pas à me partager vos idées, les idées qui seront nées pendant l'écoute ou après. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mes trucs de prof. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez découvrir mes 2 livres, Gestion de classe, mode d'emploi et Enseigner selon son profil. Celui-ci est un guide pour explorer la connaissance de soi en tant que prof avec des apports théoriques clairs, des expériences concrètes et des exercices introspectifs. Et si vous sentez que c'est le moment de vous faire accompagner, je propose aussi des coachings personnalisés. Rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également recevoir chaque mois un concentré d'idées, de réflexions et de compléments dans ma newsletter. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/newsletter et tous les épisodes du podcast sont disponibles sur metrucsdeprof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Et si le podcast vous plaît, pensez à lui attribuer quelques étoiles et pourquoi pas un petit mot. Et surtout, partagez l'épisode, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire connaître mon travail à d'autres. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.